Bonjour et bienvenue dans De Bonne Foi, le podcast qui invite des jeunes à parler de leur rapport à la religion, la spiritualité ou la philosophie. Ils et elles sont athées, musulmans, juifs, chrétiens, bouddhistes ou agnostiques, et c'est à travers cette facette intime et parfois taboue de leur identité que j'ai appris à les connaître. Avec chacune de ces personnes, j'ai eu des discussions profondes et vécu des moments forts. Grâce à chacune d'entre elles, j'ai remis en question mes certitudes et bousculé mes préjugés. À travers ces échanges, j'ai aussi découvert des modèles de vivre ensemble qui m'ont profondément marquée. Je m'appelle Floriane et je veux partager ces rencontres avec vous. Aujourd'hui, je vous présente Jonathan. Et je vous cache pas que je suis assez émue, car c'est le tout premier entretien que j'ai enregistré. Alors, je m'appelle Jonathan, j'ai 34 ans. Je l'ai rencontré lors d'un concert où étaient présents plusieurs stands d'associations. Moi, ce soir-là, je représentais Coexister, et lui l'association Timi. La Timi, c'est une association qui s'occupe des mineurs isolés étrangers, donc autrement dit des migrants mineurs qui arrivent sur le territoire français. Il est venu nous voir au stand pour nous dire qu'il connaissait et soutenait le travail de Coexister dans la lutte contre l'antisémitisme. Au bout de quelques minutes de discussion, il en est venu à m'expliquer qu'il hébergeait des mineurs exilés, à me raconter ce qui l'avait amené à le faire et pourquoi il le faisait. Et là, j'ai pensé justement à ce moment-là aux gens qui ont hébergé mon père pendant la guerre. J'ai trouvé cette raison-là, qui est un peu trop romantique, mais c'est ce que j'ai trouvé. Je me souviens parfaitement de ce moment. Je l'écoutais, et au fur et à mesure, je sentais ma gorge nouer et je m'efforçais de retenir mes larmes. J'étais tellement bouleversée par sa sincérité, son histoire et sa vision de la solidarité que j'ai pris mon courage à deux mains pour lui demander son numéro de téléphone. Quand je l'ai recontacté 2 mois après pour l'inviter à mon micro, il a immédiatement répondu présent. Merci à toi. Alors, c'est le cœur rempli de gratitude et de fierté que je vous invite à découvrir son histoire. Avec Jonathan, on a parlé de la culture juive transmise par ses parents, de son histoire familiale liée à l'exil et à la Shoah, de son propre rapport à la foi et de son expérience en tant qu'hébergeur de mineurs exilés. Bonne écoute. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as hébergé quelqu'un ? Comment ça s'est passé ? Alors, d'abord, j'ai dépanné mon beau-frère, qui travaillait tard un soir, qui pouvait pas rentrer. Il hébergeait 2 jeunes, ils avaient pas les clés de chez lui, du coup ils sont venus chez moi. Et j'étais paniqué, parce que j'étais seul avec mon fils, donc un jeune bébé à l'époque. J'étais crevé, j'étais super énervé contre mon beau-frère qui me fasse ce coup-là. Et ils arrivent, c'était Ibrahim et Saliou. Ils se posent et je leur montre qu'ils vont dormir sur le canapé, et ils s'en foutent et ils sont contents et je essaie de les installer, on parle un peu et en fait, tout de suite ils ont joué avec mon fils en fait. Et tout de suite mon fils les a adorés. Donc ça m'a détendu immédiatement et eux aussi, parce qu'ils étaient un peu tendus, ils étaient un peu solennels devant la porte. Et finalement, je pense qu'ils avaient les mêmes appréhensions que moi peut-être. Et le fait qu'il y ait un gamin au milieu, ça a tout de suite rendu le truc familial, naturel, détendu et très simple. Moi, je me mettais la pression parce que déjà, je m'en sortais pas avec un enfant. Donc, me retrouver avec 3, je me suis dit, putain, comment je vais faire ? Et en fait, c'était très cool parce que c'est des grands. Donc, on met la table ensemble, on fait à manger ensemble, on fait des choses. Et puis là, je crois à un moment donné de la soirée, je les regardais, ils passaient un bon moment. Et là, j'ai pensé justement à ce moment-là aux gens qui ont hébergé mon père pendant la guerre, qui eux ont fait ça pendant plusieurs années. Et là, je me suis dit, ben ouais, ça a du sens finalement. J'avais très peur, mais je me suis dit, t'es con, parce que toi, on a fait ça pour ta famille, quoi. On a fait ça pour ton père, donc on a fait ça pour toi. S'il n'y avait pas eu ces gens-là, toi, tu serais même pas là. Donc du coup, je trouvais normal de rendre un peu, et je trouvais que c'était aussi un hommage à la justesse de ces gens et de leur action. Alors moi, je me sentais pas du tout juste, très individualiste, très bourgeois, très sur mes petits intérêts. J'avais aucune envie qu'on rentre dans mon espace. Et finalement, je l'ai fait par amour pour les gens qui ont sauvé mon père, en fait. J'ai trouvé cette raison-là, qui est un peu trop romantique, mais c'est ce que j'ai trouvé. Et il se trouve que c'est quand même beaucoup plus simple, parce qu'on n'a pas les flics à nos trousses, et que surtout, c'est pas un délit.
C'est un délit dans une zone frontalière parce que là on peut vous reprocher de faire passer des gens, donc ça oui effectivement c'est un délit, d'ailleurs c'est une connerie, mais bon c'est un délit. Mais héberger quelqu'un qui n'a pas de toit, non ça n'est pas un délit. La TIMI permet de le faire parce qu'elle pose un cadre. Du coup, est-ce que tu peux me raconter un peu quelle a été toi ton éducation religieuse déjà, et puis aussi comment on t'a transmis l'histoire de la Shoah, cette mémoire? Bah, les deux sont intrinsèquement liés, malheureusement, j'ai envie de dire, parce que bah, l'histoire du peuple juif, c'est l'histoire de beaucoup de massacres, beaucoup de persécutions à travers les âges. Je crois qu'à peu près toutes les générations de ma famille, aussi loin qu'on puisse remonter, ont dû soit s'exiler, soit se cacher à cause de ça. Moi, d'abord, je suis un être humain, donc quand je suis né, je n'étais pas au courant que j'étais juif. Je l'ai découvert petit à petit, c'est-à-dire qu'à la maison, on avait certains rites. Mon père était rabbin, mais un rabbin libéral, c'est-à-dire quelqu'un qui veut vivre avec son temps. Il lui-même avait cette fâcheuse habitude de ne jamais répondre à mes questions, mais de toujours répondre par une autre question. Et donc très vite, j'ai compris que le judaïsme, en fait, c'était ça. C'était se poser des questions, c'était essayer de devenir humain, essayer de découvrir par soi-même. C'était essayer d'atteindre quelque chose avec quoi on ne naissait pas. Donc cette idée qu'on ne naissait pas humain mais qu'on le devenait, voilà, finalement le judaïsme dans lequel j'ai grandi c'était ça. Mais c'était intrinsèquement lié à la Shoah parce que mon père est né en 1939, parce que c'était un enfant caché pendant la guerre en Hollande, à Amsterdam, et puis un petit peu partout en Hollande, à Maassluis notamment, à La Haye aussi. Il a eu la chance d'être finalement dans son périple recueilli par une famille de justes, des gens qui ont été distingués comme justes parmi les nations plus tard. Et c'est grâce à ces gens-là qu'il a survécu, bien que la moitié de sa famille n'ait pas survécu et que lui-même ait été emprisonné et pourchassé à de nombreuses reprises. Donc d'un côté, ça c'est pour l'histoire, mais finalement ça laisse un sentiment personnel. On regarde un homme tous les jours avec lequel on vit, cet homme c'est votre père, mais il est absent. Il est absent parce que il sait pas pourquoi lui il a survécu et pas sa famille. Il se sent coupable. Et malgré tout, malgré cette espèce de brisure qui sera jamais résolue pour lui, une espèce d'immense générosité, d'ouverture d'esprit. Même une fois, le hasard nous a mis dans un restaurant, je me souviens, à Duyac sous Perpertuse, un petit village où on avait une petite maison de vacances, qui est un village cathare. Et dans ce restaurant, il y avait un couple d'Allemands qui était là, de retraités comme mon père, qui cherchaient à essayer de comprendre le menu du terroir qui était incompréhensible pour eux. Et mon père, très gentiment, comme lui, il parle 7 langues, les Hollandais parlent souvent beaucoup de langues, il commence à leur parler en allemand, à traduire, et puis ils deviennent super potes très vite, et puis ils s'installent à notre table, et commencent à discuter, et de fil en aiguille, il s'avère que le monsieur en face de mon père était un volontaire soldat de la Wehrmacht, et mon père un enfant caché, et que ce monsieur qui était mieux conservé que mon père était quand même beaucoup plus âgé, et qui sont là à discuter alors que 70 ans plus tôt ils se seraient entretués, enfin l'un aurait tué l'autre. Et ce monsieur commence à expliquer en fait comment il s'est retrouvé là et l'effondrement de son idéologie et l'erreur qu'il a commise et comment il s'en est rendu compte. Et mon père reste super calme, pas un tremblement, grand sourire. Et ils se parlaient et ils s'aimaient vraiment, tous les deux. Quand j'ai vu ça, j'ai été bouleversé quoi. Parce que j'ai compris à ce moment-là que ennemi ou ami, c'était le même mensonge en fait. Pourquoi mensonge ? Parce que finalement, dans le cadre d'amis, par exemple, si on prend deux personnes qui se disent amies et qu'on les met dans une pièce et qu'on les prive d'eau et de nourriture pendant un certain temps, je pense pas qu'ils vont rester amis très longtemps. Alors c'est possible, mais c'est très rare. Et dans le cadre d'ennemis, parce que finalement, quand le temps passe et qu'on change et qu'on se rend compte qu'on a fait une erreur, et puis il y a la force du pardon, quoi. Ce qui était là dans ce repas, c'était finalement la force du pardon de mon père. Et c'était la première fois que je voyais mon père pardonner. Ouais. Oui, parce qu'il a jamais blâmé, il a jamais insulté, il a jamais... Alors que le père de ma mère, qui lui était soldat français, donc qui avait rejoint De Gaulle et tout ça, qui a fait le débarquement en Provence et tout, lui, il pouvait pas parler des Boches. Lui, dès qu'il voyait un truc allemand à la télé, il voulait les bombarder, les brûler, voilà. Mais lui, c'était un soldat, c'était autre chose. Il en est jamais sorti. Mon père, c'était une victime. Enfin, c'était tous les deux des victimes, de façon différente, mais...
Et bon, là j'ai vu ça et finalement voilà, il y a un moment donné la nature humaine reprend le dessus et on se retrouve dans des situations complètement paradoxales comme celle-là où finalement la nature humaine s'exprime et la nature humaine en fait elle est bonne. À partir du moment où elle n'est pas soumise à une idéologie, elle est bonne. C'est tout le problème de l'idéologie et c'est tout le problème de la religion. Si la religion est une idéologie, il y a un problème. Si on commence à faire des catégories, il y a un problème. L'idéologie, elle vient labelliser quelque chose comme symétrisé, comme organisé. C'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui, et c'est un monde qui empêche un vrai progrès humain, je crois. Si par contre on développe la perception d'une personne et qu'on l'ouvre encore plus sur le monde de l'autre, etc., là il se passe quelque chose. Et moi, il m'a fallu tout un tas de situations assez paradoxales comme celle-là. Ouais, c'est vrai que c'est assez fou cette histoire dans le restaurant. Enfin, c'est assez beau, quoi. Enfin, c'est le genre effectivement d'histoire qui dit tout en fait, qui remplace tous les discours. Qui dit surtout plus que ce qu'on est capable de comprendre au moment où ça arrive. C'est-à-dire que cette histoire, elle est arrivée il y a des années. Je pense que je commence à peine à la comprendre. Ce que je sais, c'est que j'étais totalement perplexe. Et c'est qu'il y avait au fond de moi à ce moment-là une haine terrible. Et en même temps, j'allais pas lever la main sur un vieux monsieur dans un restaurant, ça n'aurait rien voulu dire. Et j'étais aussi soumis à l'attitude de mon père. C'est lui qui dictait le ton, quoi. Et j'allais surtout pas, il était en train de vivre un chouette moment, j'allais pas lui enlever ça. Je me souviens que ma sœur et moi, on était là tous les deux, on n'a pas dit un mot. Et t'en as reparlé avec ton père après? Vous en avez reparlé jamais. de ça? Non, non. Mais il y avait pas besoin. Il y avait pas besoin parce que quand on est en face de quelqu'un, je considère que mon père est un être humain plus évolué que moi. C'est pas un sentiment d'admiration ou d'amour. C'est vraiment quand on est à côté de quelqu'un et qu'on sent qu'il a pigé plus de trucs, on le sent. C'est tout. Et c'est un truc d'âge aussi et d'expérience, je pense. Mon père, il est âgé, quoi. Et là, voilà, il avait pigé quelque chose que je pouvais pas piger. Et il fallait que je sois humble. Si j'avais réagi, si j'avais laissé mes émotions prendre le dessus, et si j'avais fait quoi que ce soit, je me serais couvert de honte, en fait. Et ça, je le sentais déjà instinctivement, en fait. Même quand on n'a pas développé de sagesse par soi-même, il y a quand même une sagesse qui est dans le corps, qui nous dit toujours attends, là tu comprends pas, ne fais rien. Ou il y a toujours c'est comme quand on doit être poli avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Le corps, il nous dit toujours ouais, c'est un connard, quoi. Ouais. Et donc c'est une espèce de bénédiction de l'inadéquation, une espèce de magie qui fait que même quand on sait pas les choses, ou même quand on n'a pas cette sagesse qu'on voudrait tellement avoir, finalement dans le corps il y a déjà quelque chose qui parle juste. Et c'est ça que j'appelle la nature humaine, en fait. Et finalement, c'est juste apprendre à essayer, pas de développer, mais d'écouter un peu plus ça, quoi. Et tu me parlais donc de la culpabilité de ton père, finalement, d'avoir été un survivant. Ouais. Ça, il te le disait clairement? Vous en discutiez ou c'est toi qui l'as ressenti? Non, il l'a jamais dit, mais c'était une ambiance, quoi. D'abord, mon père s'occupait pas beaucoup de nous. Il s'isolait beaucoup. Il disait qu'il travaillait dans son bureau, mais en fait, il travaillait pas beaucoup. Il était assis à son bureau, il y avait tout autour de lui dans son bureau des photos des gens qui étaient morts, de ses cousins, de ses parents avaient survécu à la guerre mais ils sont morts après, des gens qui l'ont caché, de tous les gens qu'il a aimés le plus en fait, et qui n'étaient plus là. Et donc déjà moi quand je rentrais dans ce bureau, j'avais l'impression que tous ces fantômes étaient toujours vivants. Et puis par-dessus ça, il y a eu une dépression, quoi. Lascive, sous-jacente, constamment là, qui a pris des proportions énormes quelques années plus tard. Il est tombé dans l'alcool, il a mis beaucoup de temps à en sortir. Quelque chose de brisé, quoi. Ce quelque chose de brisé, c'était toujours l'enfant, quoi. Et c'est difficile de se projeter dans la psychologie d'un enfant comme lui. C'est-à-dire que quand il était enfant, voilà, moi j'ai un jeune enfant, donc il faut s'imaginer que mon fils va avoir 2 ans. Mon père, à 2-3 ans, il dormait dans des granges, il mangeait des patates crues, il allait de famille en famille. Il était caché avec des handicapés, des trisomiques, parce qu'eux aussi étaient pourchassés. Et donc déjà, il vivait dans son imaginaire totalement, il avait aucun référent. Ensuite, l'adulte était toujours soit menaçant, soit autoritaire. Et enfin, quand il est tombé sur cette famille, de cette femme qui pouvait pas avoir d'enfant et qui du coup a aimé mon père plus que tout, et chez qui il a encore vécu après la guerre, tellement ils se sont aimés, elle l'a vraiment donné un foyer, mais elle lui a appris à se cacher, c'est-à-dire que dès que quelqu'un d'imprévu rentrait dans la maison ou tapait à la porte, mon père avait des caches où il allait se mettre et où il devait pas faire un bruit. Ce qui pour un enfant entre 3 et 5 ans, je crois, n'est pas du tout naturel. Un enfant, ça bouge, ça crie, ça pleure.
Lui, il a appris très tôt que la sécurité, c'est le silence. Et du coup, toute sa vie, il a gardé cette espèce de réflexe, dès qu'il y a trop de danger ou de pression ou de demande, de s'isoler. Parfois, je me souviens, dans ma vie d'enfant, d'adolescent, de jeune adulte, je l'ai acculé des fois dans les coins de pièce en lui hurlant dessus pour obtenir une réponse sincère. Et il y avait personne, quoi. C'était une inertie, c'était un savon. Et ça s'est arrêté en 2017, quand j'ai moi-même eu un fils. Et que là, à l'instant que j'ai eu mon fils dans mes bras, j'ai compris qu'il avait fait de son mieux. Et j'ai eu le pardon, moi aussi. Et du coup, je l'ai appelé, et puis maintenant, quand on se parle, on se touche vraiment. Alors qu'avant, j'avais l'impression d'un fantôme, quoi. Je savais pas s'il était vraiment là. C'est un sentiment d'amour, c'est-à-dire que, oui, des gens nous font du mal, c'est souvent involontaire, mais souvent ils font de leur mieux aussi. Et ils sont juste blessés ou faibles ou dans une mauvaise posture. Et le pardon, c'est simplement reconnaître ça. Reconnaître la nature et les faiblesses d'une personne et dire « Ok, moi aussi j'ai ça. » Ça s'exprime différemment, on n'a pas la même vie et tout, mais moi aussi je suis faible, moi aussi j'ai ça. Donc ok, avançons. Parce que sinon on n'a jamais d'espace pour se rencontrer, on n'a jamais moyen d'échanger. Puis après il y a eu un autre truc aussi, c'est que maintenant c'est rare de croiser un survivant de la Shoah. Ils sont tous en train de partir les uns après les autres, il en reste quasi plus. Mais à l'époque, moi j'en ai croisé beaucoup, et à chaque fois que je les croisais, il y avait toujours la même chose dans leurs yeux. Il y avait une sauvagerie. Ouais. C'était des gens tous très doux, tous les survivants que j'ai rencontrés, mais quand on les regardait dans les yeux, on avait l'impression de voir un loup. Il y avait quelque chose de rude. Le regard était en feu, quoi. Mon père n'a jamais eu ce regard, parce que lui n'a pas vécu les camps. C'est les gens qui ont vécu les camps qui ont eu ça. Et d'ailleurs, Marceline Loridan-Ivins, qui est morte l'année dernière, que j'ai eu la chance de rencontrer une soirée, avec qui j'ai fumé des pétards et bu de la vodka, c'était fabuleux, c'était Keith Richards de la Shoah, cette meuf. D'ailleurs, elle est morte le jour du Kippour, c'est quand même étonnant. Et elle me dit, je lui avais posé la question à cette soirée, je lui avais dit, mais c'est quoi le plus difficile, quoi, en rentrant des camps? Et elle me disait, c'est de pas rester l'animal qu'ils ont voulu faire de moi, quoi. Parce qu'elle m'a dit, ils ont réussi. Ils ont fait de moi un animal, et elle racontait, oui, j'ai jeté des bébés dans les fours. Oui, j'ai jeté des bébés à la poubelle. Oui, j'ai jeté des corps qui bougeaient encore dans la fosse. J'ai fait tout ça, quoi. Et elle m'a dit, le premier jour, tu pleures, et après, tu le fais naturellement. Automatiquement. Pas naturellement, automatiquement. Et il n'y a plus aucune émotion, c'est-à-dire que même ça devient normal. Voilà. Et cette déshumanisation, ce qu'elle appelait le fait de devenir des bêtes, même si c'est pas très gentil pour les bêtes, parce que je pense que les bêtes sont bien plus humanisées que ça. Ouais, c'était le plus dur pour eux à perdre, quoi. C'était toujours là dans le regard quelque part, quoi. Ça c'est vrai. C'est toujours un truc qui m'a étonné quand j'ai rencontré des survivants. Et ta mère, alors, qu'est-ce qu'elle t'a transmis comme éducation religieuse, comme histoire familiale? Ma mère, elle venait, elle, de Tunisie. Donc, ce qu'elle m'a transmis, c'est l'exil. Ça a été une vraie brisure dans sa famille et dans sa vie, dans notre famille, quoi. De quitter la Tunisie, c'était toujours une espèce de paradis perdu. Ils en parlaient toujours. Ça parlait toujours arabe, d'ailleurs, à la maison. Assez souvent, quoi. En tout cas, pour dire les choses les plus importantes. En même temps, elle transmit une joie de vivre. Parce que les Tunisiens, c'est la bouffe, c'est la fête, c'est le partage, c'est la générosité. C'est les grandes réunions familiales, c'est le couscous, c'est la bkaïla, c'est la tameshouya, c'est la bourra, c'est tout ça. C'est l'amitié aussi, beaucoup. Donc il y avait cette chaleur qu'il n'y avait pas chez mon père. Et ça, c'était vachement bien pour moi, c'est ce que j'ai préféré enfant. Et elle m'a transmis quoi D'abord, mes parents se sont séparés quand j'avais 7 ans, donc c'était une mère célibataire qui s'occupait de 3 enfants. Donc je pense qu'elle m'a transmis pas mal de courage. Ensuite, elle nous a permis, à mes frères et sœurs et moi, de vivre nos rêves, de vivre nos passions. Moi, la musique, mon frère, l'écriture, ma sœur, le théâtre. Et on a pu faire tout ça, grâce à elle. Et par rapport aux religieux, ma mère était beaucoup plus traditionnaliste que mon père, et en même temps, paradoxalement, super libérale. Donc elle a toujours, elle-même, été, je trouve, dans une contradiction. Ouais. Sur quoi, par exemple, elle pouvait se montrer très libérale et plus traditionnaliste Ma mère, elle avait des amis de tous bords, tout genre de personnes.
qui venaient à la maison, mais vraiment, toutes sortes de gens très différents les uns des autres, mais elle voulait que je rencontre une juive. Donc voilà, ça c'est un paradoxe total. Mais en même temps, si je lui disais j'ai rencontré quelqu'un, je l'adore et tout, et qu'elle est pas juive, elle s'en foutait. Donc c'était toujours cette espèce de danse là entre il faut faire comme ça et en même temps sois libre putain. Et je crois qu'elle elle voulait qu'on soit libre parce qu'elle-même elle l'avait jamais été. Et que finalement sa culture a été pour elle, je pense, plus un poids, et encore plus un poids à partir du moment où ils ont perdu la Tunisie. Et c'est ça qui fait d'ailleurs que le judaïsme existe encore aujourd'hui, même s'il a vécu sans patrie pendant longtemps. C'est-à-dire qu'une fois que les juifs sont exilés, leur patrie, ça devient la culture. Et du coup, je pense même que la religion a été inventée pour ça. C'est-à-dire comment est-ce qu'on survit quand on n'a plus de roi, plus de temple, plus de pays. À l'époque, au Moyen-Âge ou l'Antiquité, si le temple et le roi étaient détruits, bah c'était fini quoi, le peuple était en esclavage et adieu. Il y a beaucoup de peuples qui ont disparu comme ça, mais pas les juifs, parce qu'ils ont inventé cette espèce de valeur transportable. Et donc dans ma famille, ça s'est illustré comme ça. Et puis ma mère, après, elle était très libérale parce qu'elle adorait être française, parce qu'elle est très féministe, parce qu'elle est très engagée, et qu'elle a fait tout un tas de choses qui en Tunisie étaient impensables pour une femme à son époque. Et Comme quoi, par exemple? Bah, comme de faire une radio féministe, comme de devenir principale d'un lycée et de créer une radio dans ce lycée, et comme de s'exprimer sur beaucoup de choses, comme de soutenir ses élèves qui étaient homosexuels, par exemple, et de les accompagner alors qu'ils étaient souvent rejetés par leur famille ou autre. Elle a toujours eu comme ça une espèce d'humanité que dans la mentalité de village, même si je veux pas renier d'où ma famille vient, bah une mentalité de village, c'est terrible. Voilà, c'est terrible qu'on soit juif, musulman, bouddhiste ou je ne sais quoi. À partir du moment où on se juge les uns les autres, on vit dans un enfer, quoi. Donc voilà, donc la France pour elle et pour sa mère aussi, c'était voilà, c'était la civilisation, c'était la liberté, c'était les droits de l'homme. Et ça, elle nous l'a bien transmis, quoi. Par rapport à la religion, elle allumait les bougies du Shabbat, elle a continué de maintenir cette temporalité dans notre maison, même quand mon père était plus là. Alors que c'était dur, hein, parce que du coup, pour nous, après la séparation, tout ce qui était juif, c'était notre père, donc on avait du mal à rallumer les bougies, tout ça sans lui. Mais finalement, elle a continué, on l'a fait, et puis voilà. Du coup, aujourd'hui, c'est quoi ton rapport à la foi, à la religion, ta pratique? Mon rapport à la foi. La foi pour moi existe, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose de quotidien, c'est quelque chose de pragmatique et de réel. C'est-à-dire ça n'est pas l'objet de mon imagination. Ce sont des événements dans ma vie qui m'ont touché les uns après les autres, qui sont très personnels et que chacun a les siens, et qui font que oui, j'ai une foi, mais cette foi c'est simplement en fait de l'humilité, c'est de dire qu'en dehors de ma tête, il existe un monde bien plus vaste, plus mystérieux, que je trouve magique, et que peut-être là-dedans il y a un ordre, et que peut-être cet ordre c'est ce qu'on appelle Dieu. Mais à la limite, Dieu, on y croit encore plus fort quand on n'en parle pas, je trouve. Je trouve que c'est quelque chose dont on se parle à soi-même. Ça devient dangereux quand on en parle aux autres. À moins de tomber sur quelqu'un qui partage le même lexique ou le même chemin, mais c'est tellement rare. Ma pratique, elle est... aujourd'hui, moi, je suis en couple et j'ai un enfant avec une femme qui n'est pas juive, qui a quand même tenu à ce que notre fils soit circoncis, ce à quoi je la remercie, parce que moi, sur le fait accompli, j'avais plus très envie. Mais en fait, je suis content qu'on l'ait fait. Et on allume les bougies, certains vendredis, quand on a le temps, et on fait les prières, et des fois on reçoit des amis à Shabbat, juifs ou pas. Et quand je peux, je lis un peu la Torah ou les commentaires, ou des textes autour du judaïsme. Ça t'apporte quoi ces lectures? Beaucoup de doutes. Ouais. Beaucoup de doutes, beaucoup de confusion, parfois beaucoup d'énervement, parce que je pense qu'on relativise pas assez l'époque dans laquelle certains textes ont été écrits. Et parfois, c'est quand même des hommes très primaires, enfin très, je sais pas comment dire, moyenâgeux, quoi, qui ont écrit des trucs. Il y a des choses très très dures dans la Torah, donc faut pas tout prendre non plus au pied de la lettre. Mais ça m'apporte ça me fait faire contact avec mes pères et mes mères. En fait, ça fait revivre les morts. Moi, c'est ça que ça m'apporte. C'est-à-dire que je retrouve là-dedans si je dois donner une qualité qui résume le peuple juif pour moi, c'est la tendresse. Et quand je
lis la Torah ou quand je suis dans un cadre religieux, même si je suis pas d'accord à 2000% avec les rituels, les machins, les explications, la façon dont c'est fait, le truc, parce que je suis un peu marginal là-dessus, parmi les juifs, je retrouve quand même cette espèce d'ambiance, cette espèce de famille, tribu, famille au sens large. Et je suis assez fier que mon peuple ait survécu à travers les âges, depuis plus de 5000 ans, qu'il ait réussi cette performance là où tout le monde a essayé de la lui faire rater. Donc je suis ému en fait. Et je suis ému aussi parce que je suis né comme ça et que je serai enterré comme ça. Et c'est juste ça qui compte pour moi, c'est que ça donne des outils dans les moments où on est dépourvu. Au quotidien, j'ai pas de judaïsme dans ma vie. Moi, je suis même plutôt bouddhiste en fait. Mais par contre, quand quelqu'un meurt par exemple et que mon cœur est trop triste, que j'arrive plus presque à trouver le goût de vivre ou quoi, les rites du deuil par exemple m'accompagnent et m'aident à traverser cette épreuve. Donc dans le judaïsme, il y a quand même aussi une bonne part de connaissance de l'être humain et de comment donner du sens, etc., etc. Mais après, quand on va dans des couches plus profondes, il y a des trucs incroyables et parfois formulés dans un langage qui pour moi n'est pas naturel, là où d'autres religions vont plus me parler. Le bouddhisme par exemple Ouais, le bouddhisme par exemple parle des mêmes choses. Enfin, je crois que toutes les religions parlent de la même chose. Elles pointent dans la même direction. Mais le bouddhisme, il te le fait expérimenter. Alors peut-être que le judaïsme aussi, mais en tout cas pas celui auquel j'ai eu accès. Et à travers la méditation, parce qu'en fait pour les juifs et la prière, parce que quand on prie on est censé méditer finalement, ben on accède à soi. Et en accédant à soi, on accède au réel, au monde, etc., etc. Est-ce que tu as l'impression d'avoir pu toujours assumer ton identité juive dans ton enfance, même après, en tant que jeune adulte et tout ça? Est-ce que c'est quelque chose plutôt que tu cachais? Est-ce que tu le partageais facilement avec des amis, parler des fêtes? Non, je le partageais pas facilement. Je le partageais avec les amis proches, mais c'était jamais compris. C'était de ma faute aussi. J'en ai fait un secret. J'en ai fait une coupure parce que moi, je voulais toujours être comme tout le monde. Et que ça m'a toujours blessé de pas être comme tout le monde. Et puis aussi parce que quand les gens qu'on aime se mettent à véhiculer des stéréotypes, ça fait encore plus mal. Qu'au bout d'un moment, je me suis dit, ok, c'est ma vie privée, je le mets de côté, et voilà. Et je serai John, et c'est tout. Mais c'est pas forcément dû aux autres ou au judaïsme. Je pense que la vraie raison de tout ça, c'est que finalement, je suis quelqu'un d'assez sensible. Et que je supportais pas jusqu'à un âge assez avancé la critique, le stéréotype, le machin, alors que moi-même je me suis sûrement rendu coupable de ça vis-à-vis d'autres personnes. Mais à l'époque, c'était trop intense parce que j'étais connecté à la douleur de mon père. C'est-à-dire que lui a vu véritablement comment des paroles dans une cour de récré peuvent devenir des camps de concentration. Voilà. Il a vu ce switch. Il sait que c'est possible. Et malgré lui, il m'a transmis ça. Donc en fait, quand j'entends des gens dire certaines choses... Pour toi, c'est pas juste ce que la personne est en train de dire, c'est toute la portée que ça a derrière, toutes les conséquences que ça peut avoir. C'est qu'en fait, une parole n'est jamais irresponsable. Elle est responsable. Elle est engageante. Elle est un acte. Et au bout d'un moment, ces stéréotypes, ces machins, ces trucs, quand on connaît un peu l'histoire, quand on sait d'où ça vient et tout ça, c'est juste stupide, insupportable, et c'est une espèce d'économie... c'est de la connerie en fait, c'est de la bêtise. Et c'est fatigant, que ce soit positif ou négatif, c'est fatigant. Voilà. Aujourd'hui, tu as hébergé un certain nombre de jeunes par Timmy. Est-ce que tu peux me raconter un peu ce que c'est leur profil, leur parcours quand ils arrivent là? Bah c'est des héros quoi. C'est des gamins qui en général sont de Guinée-Conakry pour la plupart, puisque la Guinée est divisée en 3. Alors il y a 2 types de profils, il y a les gamins de la rue, les gamins qui sont déjà pauvres, et qui voient aucune perspective d'avenir et qui décident de partir parce qu'ils ont tous un pote qui est parti et que parce que par Facebook ils voient des photos de l'Europe et ça les fait rêver et parce que même si le gamin a été battu, violé, torturé et qui met une super photo de lui en train de faire un check devant la tour Eiffel, ben tout le monde pense que c'est génial. Donc il y a cette espèce d'idéologie que c'est mieux ailleurs. Ça c'est un romantisme que toutes les jeunesses du monde ont. Mais chez eux, c'est encore plus fort parce que chez eux, c'est la merde. Ensuite, l'État fait rien pour eux. Et enfin, il y a d'un autre côté ceux qui avaient un bon niveau de vie, bourgeois ou riches, et qui du jour au lendemain ont l'un des parents qui se blesse ou qui décède.
Là, il n'y a pas de mutuelle, il n'y a pas d'assurance chômage, il n'y a rien, et donc ils perdent tout. À ce moment-là, quand quelqu'un meurt, ou qu'il est blessé, ou qu'il peut plus subvenir aux besoins de la famille, en général, ils vont chez un oncle ou chez une tante. Sauf que c'est pas comme ici. Les oncles et les tantes là-bas, je sais pas pourquoi, souvent ça se passe très mal. Souvent il y a brutalité, souvent il y a même esclavage et violence, quoi, quotidienne. Donc au bout d'un moment, les gamins, ils pètent les plombs et ils s'enfuient. Et ils préfèrent traverser le désert de Mauritanie sans savoir ce qui va leur arriver que rester et vivre dans ces conditions. Ensuite, ils partent pour la plupart vers l'âge de 14 ans. Et là, ils vont remonter jusqu'au Mali, ils vont traverser tout le désert, du Mali, pardon, pas de la Mauritanie. Et ensuite, ils décident de passer soit par le Maroc pour rentrer vers l'Espagne, soit par la Libye pour rentrer vers l'Italie. En Libye, on en parle peu, mais l'esclavage a été rétabli, la rançon aussi, c'est-à-dire que les jeunes sont kidnappés, enfermés dans des quartiers où même l'armée ne peut pas rentrer, où même un journaliste ne peut pas rentrer. C'est des quartiers entièrement bouclés par des mecs lourdement armés qui sont des milices, qui kidnappent les gamins, qui les font appeler leur famille et qui rançonnent. Parce qu'en fait, ces gamins, quand ils partent avec toutes leurs économies ou une partie des économies de leur famille. Rarement, ils ont rien. Ils ont quand même conscience qu'il faut qu'ils aient quelque chose, parce que sur la route, ils vont croiser des passeurs et ils vont croiser des bandits. Donc là, la Libye, on les vend dans des marchés, on les exploite, on leur fait ramasser des cadavres de migrants sur la plage, on les exécute aussi beaucoup. C'est une catastrophe. Et ça, je parle que des garçons, qui sont aussi violés. Les femmes, c'est encore pire. Souvent, elles arrivent séropos, ici, quand elles arrivent. Et ensuite, on les fout dans des zodiacs à 40 ou 35 ou 60 ou 100, des zodiacs qui sont faits pour 15 personnes, et qui coulent. Et ces mecs-là montent sur ces zodiacs sans savoir nager. Donc c'est dire le niveau d'espoir et de désespoir en même temps qui les pousse à vivre cette vie-là. Par le Maroc, c'est un peu mieux que la Libye, mais les gens sont pas tendres avec eux. Eux, ce qu'ils m'ont raconté, c'est qu'en général, ils pensent qu'ils vont trouver refuge à la mosquée et qu'on va les aider parce qu'au pays, quand on va à la mosquée, on est aidé. Mais quand ils arrivent au Maghreb, c'est pas du tout le même genre d'état d'esprit. Et là-bas, on les aide pas, ou peu. Et c'est seulement des particuliers comme nous qui prennent sur eux de finalement les aider, les accompagner, les loger, leur filer un repas. Donc, parfois, ils vont mettre 2-3 ans avant de réussir à faire cette traversée. La traversée, ensuite, ils la font. Tu veux dire 2-3 ans donc au Maroc? Au Maghreb, ouais. Au Maroc ou en Libye. Parfois moins, parfois plus. Et puis, ils travaillent pour mettre de l'argent de côté pour le passeur. C'est très très cher, mais je sais plus exactement le tarif. Puis ils passent, et puis une fois qu'ils sont en Europe, bon alors s'ils se font attraper par la police, c'est un peu compliqué, mais ils arrivent souvent à s'enfuir. Quand ils sont passés au Mali, souvent ils ont été arrêtés aussi par les milices de Daesh, qui les ont rançonnés. Voilà, ils croisent comme ça tout ce qu'il y a de pire, quoi. De bandits sur cette planète, parmi les pires, ils les croisent. Et ils traversent ça. Ils vivent des histoires que même dans un film on croirait pas. Et ils n'en parlent pas comme ça parce que j'ai l'impression que culturellement en Afrique on ne parle pas des malheurs. C'est des gens qui sont très souriants, proches, et de temps en temps on en a un qui est détruit, c'est-à-dire quelqu'un qui pleure tout le temps, qui peut plus parler. Ça arrive, c'est là que le travail de la Timi est le plus essentiel. Parce que ces gamins-là, en fait, si on les laisse dehors, bah ils sont la proie des pervers, des voyous, des drogués, de tout ça, quoi. Et du coup, ils peuvent virer mal. Ils ont cumulé un tel niveau de souffrance et de mauvaises expériences que c'est hyper important de leur redonner foi en l'être humain, quoi. Et nous, à la Timi, voilà, on est vite au milieu de cette situation catastrophique. Si l'État finançait ce qu'on fait, il n'y aurait plus de problème. Mais au lieu de faire ça, l'État préfère dire on va filer des vedettes aux Libyens pour que les migrants passent plus. Donc l'Italie, la France fait ça. On préfère refuser ce qui est contraire au Code maritime international. On préfère refuser des bateaux en détresse plutôt que de les prendre en charge. On se rend coupable en fait d'un crime humain massif par hypocrisie, par labellisation. On va dire que c'est des terroristes, etc., etc. Alors moi, j'en ai eu 7 chez moi. Non, c'est pas des terroristes, c'est des petits gamins. Et c'est des gamins qui ont juste envie d'avoir une chance, quoi. Et qui sont souvent adorables et bien élevés. Et quand ils sont pas bien élevés, on leur apprend et ils ont qu'une envie, c'est d'apprendre. Et ça se passe bien, quoi. Il doit y avoir, je crois, 3000 adhérents, je crois, à la Timi. Et il y a 44 hébergeurs. Donc c'est dire à quel point les gens résistent, même les gens qui sont favorables à aider, résistent au fait de recevoir chez eux. Ouais, c'est vrai que c'est le plus difficile. Ah ouais, c'est trop impliquant. C'était de recevoir dans son intimité. Ouais, c'est vraiment compliqué. Alors qu'en fait, ce qui est compliqué, moi je me suis rendu compte, c'est que je m'en faisais tout un monde avant
mais qu'une fois sur le fait accompli, c'est juste une relation humaine. Donc c'est très simple. Alors après c'est chiant, oui, parce qu'on peut pas être seul, parce qu'on vit dans un 3 pièces et que là on se retrouvait à 4 ou 5 ou 6, et qu'au bout d'un moment on manque un peu d'espace et tout. Mais eux, ils vivent à l'africaine et on finit par vivre comme ça aussi, et c'est super cool. Parce qu'en fait on est toujours en train de faire des choses ensemble, on est toujours en train de partager un truc. Et quand on veut s'isoler, on peut toujours s'isoler. Donc non, c'était chouette, et au début ce que je trouvais super bizarre, même si je raffole pas du fait de laver les slips de quelqu'un d'autre, mais ce que je trouvais super bizarre, c'était comme on était dans un état d'épuisement avec notre fils, ma compagne et moi, et comme tout d'un coup, on a retrouvé une espèce de patate, on était débordant d'énergie, et on se regardait, on disait, mais t'as la patate toi aussi? Ça nous était pas arrivé depuis des mois. Donc on était hallucinés, on dormait pas mieux, mais c'est juste le fait que ces gamins étaient là et qu'on avait la sensation de faire un truc bien. Et ben du coup on était bien quoi. On était plein d'énergie, et en fait on s'est rendu compte que cette énergie c'était eux qui nous la donnaient. Après petit à petit, avec certains on a des discussions religieuses aussi. Ouais. Tu m'avais dit que la majorité d'entre eux étaient musulmans. Quel était le partage des pratiques au quotidien? Eux faisaient leurs prières chez toi par exemple, et toi t'allumais les bougies de Shabbat. Je l'ai fait une fois ou deux. Après oui, ils font la prière. Quand ils sont pas nombreux ou quand mon fils n'a pas trop mis le bordel dans sa chambre, je les laisse faire la prière dans la chambre de mon fils. Et ouais, sinon ils prient dans le salon. Moi je continue avec mes occupations, j'essaie juste de pas trop faire de bruit, par respect. T'avais déjà eu l'occasion de vivre avec des musulmanes pratiquants comme ça près de toi, ou c'était aussi nouveau pour toi? Non, c'était pas nouveau pour moi, mais j'avais jamais vu quelqu'un faire la prière chez moi, oui, ça c'est vrai. Tu m'avais dit que souvent t'étais le premier juif qu'ils rencontraient. Ouais. Du coup, à quel moment ça arrive dans la conversation finalement, et qu'est-ce que ça t'a amené à avoir comme style de discussion? Bah déjà, s'ils sont un peu observateurs en arrivant chez moi, ils vont voir certains livres écrits en hébreu, donc ça ressemble un peu à l'arabe, mais c'est un peu différent. Ensuite, ils vont voir une menorah, ils vont voir une mezouza à la porte, ils vont voir des petits signaux. Mais ils connaissent pas tout ça. Donc ils regardent et tout. Alors certains posent des questions, mais c'est rare. Mais en général, moi je me fais un grand plaisir de leur annoncer et de voir l'effroi sur leur visage. Non, je rigole. Mais non, en fait, c'est au bout d'un moment, on discute quand ils arrivent à raconter leur histoire. Et une fois qu'ils ont raconté leur histoire, souvent ils me demandent mon histoire. Et donc je leur explique que eux, ils sont Peuls. Ils ont été persécutés parce qu'ils sont Peuls, pour la plupart. Et les Peuls, c'est un peu les Juifs de l'Afrique. Et donc je leur explique que moi aussi mon peuple il a été persécuté, et que c'est pour ça que on a été aidés, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'essaye de les aider aussi. Et voilà, en gros les gamins qu'on recevait me faisaient penser parfois un peu à ces gens sortis des camps. Alors certains seraient ultra offusqués de ce que je viens de dire, mais pas moi. Donc je l'assume. Ils ont cette sauvagerie aussi, mais ils en sont sortis plus vite, ils ont été plus autonomes. La plupart du temps, ils n'ont pas été enfermés. Et donc, ils ont encore le choix. Ils ont encore le choix de devenir humains, quoi. Et comme ils sont jeunes, et qu'ils sont encore malléables, et qu'ils ont encore envie, et qu'ils ont plein de choses à découvrir, et qu'ils veulent rencontrer des filles, avoir des super fringues, et trouver un chouette métier, et avoir des papiers en France, ils le font, quoi. Voilà. Et après, ils sont hyper courageux parce qu'ils sont hyper seuls, parce qu'en France, on les mélange pas avec les Français. On les met dans des hôtels tous ensemble, on fait plein de choses pour eux, mais il y a aussi une énorme hypocrisie. Et ils encaissent tout ça, et ils continuent de sourire et de machin. Moi, je peux te dire que si j'avais traversé le quart du tiers de ça, déjà que je fais pas mal la gueule, alors là, franchement, je fais la gueule tout le temps, quoi. Donc j'ai un profond respect pour ça. Ça, c'est ce qui, pour moi, est la grandeur de leur culture africaine. Je sais pas si on peut dire ça, mais je m'y connais pas trop. En tout cas, de l'attitude africaine, plutôt. C'est que, voilà, ils ont cette pudeur, cette humilité, et toujours le sourire, quoi. Et ils continuent d'être ensemble, de faire des trucs. On dit toujours, on est ensemble. Et puis quand c'est fini l'hébergement, on s'envoie des messages, et puis il y en a à qui j'ai donné des petits cours de soutien, ou on s'envoie 2 textos pour dire qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là, ou il y en a un qui se met au rap, il m'envoie ses chansons. Trop bien. Ça devient un peu des membres de la famille, quoi. Enfin, le vivre ensemble, c'est le plus important. C'est pour ça que j'ai adoré cette expérience à la team. C'est que maintenant, je vois que l'ennemi et l'ami est caché en tout le monde, en fait. Et que c'est vraiment une espèce d'aptitude du cœur à développer petit à petit dans sa vie, que la religion peut te mettre sur le chemin, mais la connerie humaine, elle est tellement profonde, elle est tellement
elle utilise tellement sa mémoire qu'elle peut te prendre la Joconde et en faire un télé 7 jours, quoi. Tu vois? Je veux dire, c'est... Merci du fond du cœur, Jonathan, pour ta confiance en mon projet, pour tout ce que tu m'as livré alors que nous nous connaissions si peu. Pour information, le père de Jonathan a écrit un livre sur ses souvenirs d'enfants cachés. Vous trouverez les références dans la description de l'épisode. De Bonne Foi est aussi présent sur Facebook et Instagram. J'attends avec impatience vos retours sur ce premier épisode. S'il vous a plu, faites-le savoir en le notant 5 étoiles sur votre application de podcast. On se retrouve le mois prochain avec Thomas, qui nous racontera son cheminement personnel en tant que catholique et son rapport à l'Église. D'ici là, prenez soin de vous.